Alors que le PSG apprend à gérer l'après Kylian Mbappé, alors que l'OL est en train de redécouvrir les joies et les peines du haut de tableau sous pavillon américain, l'OM de McCourt connaît une période assez compliquée à décrire. Outre les simples résultats de la saison, ce qui saute aux yeux lorsque l'on regarde l'année passée, c'est l'accumulation d'erreurs inhabituelles pour un club qui jusque-là était plutôt sur un chemin intéressant, pas parfait, mais qui permettait tout de même à une institution réputée d'enfin retrouver un peu de sa superbe. 2023 aurait été l'année où le projet Longoria aura pris un sacré tournant, que ce soit dans le choix du coach, dans le recrutement des joueurs, le choix du directeur sportif, les résultats sportifs ou bien les ambitions fixées pas atteintes. Absolument rien n'aura été bien fait, absolument rien n'aura fonctionné et ça aurait vraiment pu coûter cher. Quand tu compares les années précédentes à l'ère Longoria, tu remarques directement que le club est en progression. Pour la première fois, l'immense club de l'OM enchaîne les podiums d'une Ligue 1 récemment passée à 18, enchaîne les participations européennes avec des vrais parcours réussis, et cette montée en puissance est un retour logique d'une équipe qui a beaucoup souffert avant l'arrivée de Pablo Longoria. L'Espagnol a transformé l'Olympique de Marseille en une équipe un peu plus compétitive. Tout n'est pas parfait, loin de là même, mais les travaux qu'il a fait méritent d'être salués. Sportivement, socialement, économiquement, son impact est vraiment profitable à l'institution, et je pense que personne ne peut nier ça, en tout cas jusqu'à un point. Ce qui illustre le mieux ce changement, ce retour en force, c'est évidemment la saison vécue sous l'ancien coach de Serie A, Igor Tudor. En une année, ton équipe enchaîne les réussites sportives, tu bats quasiment tous les démons que tu t'es créés sur les dernières années en battant le PSG qui jusque-là semblait invincible dans ce genre de match. Tu es revenu dans un duel un peu plus équilibré avec le monstre des années 2000, l'Olympique Lyonnais, et le tout en faisant une phase de poule de Ligue des Champions acceptable. L'OM, moqué pour ses performances européennes et son incapacité à gagner les grands matchs, était à nouveau capable de performer, de faire peur à ses adversaires. Cette saison-là particulièrement, rien ne semblait impossible, pas même contre Tottenham en Ligue des Champions, et ça c'est un exploit que peu de supporters intelligents oublieront. Si Tudor est autant aimé par ceux qui ont suivi cette épopée, ce n'est pas seulement grâce à son jeu, grâce à sa personnalité sur le banc, ses choix forts payants ou son autorité naturelle inspirante, non, c'est surtout parce que pendant un temps, il a remis l'Olympique de Marseille à une place que les supporters veulent à tout prix, c'est-à-dire concurrent à un titre. Quand tu regardes bien, c'est vraiment la meilleure période du club sur les 10 dernières années. Pour la première fois, tu n'étais plus dépendant totalement de ton joyau Dimitri Payet, qui était clairement sur la fin. Tu réussissais à maximiser un effectif discutable, à peine au niveau attendu, et cet exploit, outre Tudor, est aussi à mettre au crédit de Longoria, qui s'était surpassé en faisant confiance à un petit entraîneur méconnu d'Italie. Malheureusement pour tous ceux qui ont aimé cette période, l'histoire n'a pas pu se finir de la bonne des manières. Entre l'élimination en Ligue des Champions, difficile à accepter au vu de la physionomie des matchs, notamment du dernier contre les Spurs, l'élimination absolument honteuse en coupe contre Annecy, la perte de la seconde place face à Lens en championnat, et le désamour des débiles de supporters du Vélodrome et de certaines personnes en interne, le Croate se retrouvait dans une situation inconfortable et a préféré ne pas continuer. On pourrait penser que la descente aux enfers qui a suivi venait donc de ce choix, de ce départ que la direction n'a pas su anticiper. Après ça, c'est Marcelino qui est choisi dans la hâte au lieu de continuer la logique sportive en allant chercher Postecoglou, Iraola. C'est la fin de l'ère Dimitri Payet à l'OM, c'est le départ de ses lieutenants Cengiz Under et Matteo Guendouzi, mais surtout, c'est le début d'une chute brutale pour le projet Longoria. On pourrait donc vraiment remettre la faute sur le départ de Tudor, sur le timing et la perte de cette seconde place qui force l'équipe à jouer des tours préliminaires contraignants, mais si on regarde bien attentivement les choses, tout part d'un point historique qui a précédé tous les problèmes d'Igor à l'OM, le fameux mercato hivernal de 2023. Alors que l'équipe a besoin d'être renforcée dans la rotation, alors que tu as un sérieux problème offensif avec des joueurs qui manquent de tranchants, Longoria et la direction vont littéralement tuer la saison en vendant Luis Suarez, Gerson, Pape Gueye et Bamba Dieng pour mettre 32 millions sur Vitinha de Braga, en allant chercher un dépressif ukrainien à l'Atalanta et un Marocain prometteur intéressant qui malheureusement se blessera un mois plus tard. Toute la dynamique positive de la saison, instaurée par Tudor depuis l'adaptation à ses méthodes, à ses choix d'hommes forts, sera transformée et l'équipe déjà affectée par l'élimination en phase de poule sans rétrogradation en Europa League finira par progressivement couler au fur et à mesure que la fin de saison approche. L'effectif déjà limité en qualité sera réduit au minimum vital pour bien appuyer sur tous les défauts du jeu croate. Avec les départs et la blessure d'Harit, Payet n'a plus aucune concurrence pour le PSE, ce qui force le coach à le sortir du 11 au vu de ses lacunes physiques. L'attaque déjà affaiblie devient de moins en moins létale devant les cages, de moins en moins apte à faire des différences sociales et avec la répétition
progression des matchs, l'équipe finira par couler physiquement et mentalement. On aurait pu croire que ce mercato était un cas isolé, un échec de parcours logique, parce qu'aucun projet ne s'est créé sans problème, mais Longoria et sa direction continueront leur folie destructrice pendant encore une année complète. Une année qui coûtera tous les progrès faits durant la construction de cet effectif, tous les progrès faits au cours des dernières années. Si jusque-là tu pouvais trouver une logique tactique et managériale derrière chacune des nominations de coach, l'été qui suivra le départ de Tudor sera la fin de tout. L'évolution tactique de l'équipe est balayée pour un coach qui ne colle pas à l'identité forte de l'OM, une identité pourtant mise en valeur par l'Espagnol à chacune de ses prises de parole. Le mercato qui s'ensuit est tout aussi bordélique avec quelques bons coups mais pas du tout adapté à la stratégie sportive du nouveau coach. Et instant flex pour ma part, puisque comme je l'avais prédit, l'équipe a directement coulé au fin fond dès le premier match de la saison. La faillite était prévisible dès la nomination du nouveau coach, mais si j'ai évidemment pas les réponses à pourquoi personne en interne n'a prédit cette chute, que même un débile en caleçon comme moi a pu vous voir venir, quand tu remarques tous les départs qui ont suivi, que ce soit la cellule de recrutement ou bien de Javier Ribalta, tu comprends que le président n'était pas le seul fautif. Plutôt que de bien réfléchir à sa stratégie sportive, Ribalta préférait donner les informations secrètes du club à des tweetos imbuvables afin de garder un pouvoir médiatique important, et son départ, au vu de ce qui a suivi, a sûrement été une des meilleures décisions de Pablo durant l'année. Malgré tout, le président est tout aussi fautif de ce désagrément. On l'avait tous vu venir parce que sa stratégie de tout transformer année après année était totalement illogique et suicidaire. McCourt aurait pu intervenir, il aurait pu changer une troisième fois de chef de projet, mais l'ancien à la Juventus réussira à obtenir une seconde chance, après avoir replongé le club dans les abysses dont il les avait sortis quelques années avant. Le projet marseillais totalement détruit par cette saison 2023-2024 devait être reconstruit, et c'est exactement ce que lui et ses nouveaux collaborateurs se sont mis à faire. Quand tu regardes bien la timeline de la reconstruction du projet, un de ses premiers choix forts aura été de prendre Mehdi Benassia en conseiller. Les deux se connaissaient depuis leur passage en Italie. Tu peux être sûr qu'en tant que scout, Longoria a étudié profondément le profil du Marocain en tant que joueur, et si au moment de sa nomination, il était agent de joueur, notamment d'un de l'effectif avec Asdin Ounahi, il acceptera de quitter sa position pour rejoindre l'OM. Lui connaît le club, il est formé à Marseille, il connaît l'environnement, il connaît l'intérieur en tant que joueur, en tant qu'agent, et son apport était vital pour Longoria. Un ancien joueur, grand défenseur des dernières années passé par de grands clubs, formé à la maison, avec une opinion et une vision du football parfaite pour ce poste aux côtés de Longoria. Un choix culotté, intéressant, qui permet directement de limiter un peu la casse de la dernière saison, en choisissant Gasset, arrivé pour sauver la fin de saison, avec une petite aventure européenne qui permet à cette année de ne pas être un échec total. Avec l'avènement de Balerdi, la nomination de Benassia et l'arc rédemption de Longoria, tu tiens les trois seules bonnes nouvelles de cette saison qui vient de passer, cette saison humiliante pour l'OM en Ligue 1, et dès le début de l'été, tout le monde suivait de près la situation pour voir si les bons choix seraient pris. Et c'est comme ça que, pour mener le projet, ce nouveau duo a fait très fort, avec un De Zerbi qui débarque en surprenant absolument tout le monde. L'Italien n'était pas le premier choix. Je pense que si on suit la logique sportive et économique du club, les limites liées à l'absence de l'Europe, le plus logique aurait été Franck Hez. Je pense que ça aurait été le choix le plus intelligent possible, parce que cela permettait de relancer une dynamique qui a fonctionné sous Tudor, avec un coach qui connaît mieux le championnat, qui a découvert l'Europe l'an dernier en tabassant l'Arsenal d'Arteta, et même pour Hez, passer du meilleur club du Nord à celui du Sud en termes d'ambiance, en termes d'ambition ou d'histoire, était une évolution positive. Tactiquement, c'était le plus logique, c'était une des suites possibles à l'idée directrice sous Tudor que l'OM devait compenser son manque de technique par une émulation collective et une dépense énergétique élevée. Un pressing et un jeu intensif qui engloutit ses adversaires comme Tudor pouvait le faire à l'extrême par moment. Toutes les conditions étaient réunies, si ce n'est sa situation contractuelle et les prétendants à sa porte. Mais à ma grande surprise, Franck Hez finira à l'OGC Nice, dans un projet un peu bizarre sous Ineos, et on en parlera d'ici peu. Paulo Fonseca, le plan B, annoncé proche de l'OM, signe à l'AC Milan, en prenant la suite de Pioli, malgré l'avis négatif de Zlatan, et l'OM, que tout le monde annonçait sans piste pour le poste, récupère la hype du moment, le coach de Brighton, Roberto De Zerbi. Le choix est sacrement culotté. De Zerbi est un coach qui monte en puissance. En quelques années, il est passé d'un entraîneur de Serie A prometteur à un top coach de Première Ligue qui qualifie pour la première fois son équipe en Europe. Un coach plébiscité par Guardiola, Klopp par tous les observateurs, qui a refusé de passer à la prochaine étape pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Sans qualification européenne puisque passé derrière l'horrible Olympique lyonnais de Paul Akoku, sans équipe puisque la majorité des joueurs étaient des échecs incapables de répondre aux attentes, et avec une toute nouvelle direction, rien n'aurait pu laisser
présager une telle signature. Sur le papier, c'est un coach d'un calibre supérieur. Cet été, il a sûrement eu de plus grosses offres, de plus belles offres, et ce choix de rejoindre le club C1 n'est dû qu'à 2 hommes. Mehdi Benatia, qui a eu l'idée de l'appeler, de le sonder avec audace, et Pablo Longoria, qui a adapté son organigramme pour son arrivée. On en a cherché le directeur sportif de Sassuolo. Le choix est déjà surprenant, rien qu'à ce niveau-là, mais tactiquement, cela montre un nouveau virage idéologique, mais cette fois, tout est clair. Habitué au projet annuel, Longoria explique textuellement que De Zerbi est là pour un moment, l'équipe est adaptée à ses idées avec de gros investissements, lui réussit même à ramener Adrien Rabiot grâce à sa carte de visite et au talent négociateur de Benatia. Le Quatuor va donc mener un nouveau projet, tout le monde se hype, tout le monde y croit, et aujourd'hui quand j'écris cette vidéo, c'est-à-dire le 7 octobre, tout le monde reste sur sa faim. Bref, c'était la première partie d'une suite de vidéos sur l'OM. J'espère que vous l'avez apprécié et je pense que ce sera une série que je vais faire durant la trêve. Donc dis-moi si t'as aimé dans les commentaires et on se retrouve très vite pour la suite.